Bonsoir à tous les trois. Régis Le Sommier, vous êtes reporter de guerre, vous êtes directeur adjoint de Paris Match. Votre livre paru il y a un mois aux éditions de La Martinière, Daesh, l'histoire. Je précise que vous étiez il y a encore quelques jours en Syrie et que vous êtes un des rares journalistes français à avoir interviewé Bachar el-Assad. Et selon vous, il y a en France une hystérie extrêmement particulière précisément autour de Bachar el-Assad. Mais dans son camp, il n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. On va évidemment en débattre. À côté de vous, et d'abord avec Ala Kobmani, peut-être, à côté de vous, donc journaliste franco-syrienne au quotidien Libération. Vous ne désespérez pas du départ de Bachar el-Assad, vous, mais les pourparlers ont une longue histoire, les pourparlers qui ont démarré donc ce matin à Genève et qui vont durer, ils peuvent encore durer d'ailleurs des mois. Et enfin Agnès Levallois, bonsoir Agnès, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes spécialiste du monde arabe. Selon vous, Bachar el-Assad sait que l'islamisme et le terrorisme nous font peur, à nous occidentaux, et il a compris qu'il en sortirait en jouant cette carte et en l'agitant comme une muleta. Une question, Nadia, oui, et on démarre le débat. La voici. La Cour pénale internationale a-t-elle ouvert une instruction sur les crimes de guerre commis par Bachar el-Assad? Agnès Levallois, on sait que la Russie a tout bloqué. En revanche, l'an dernier, la France a ouvert une enquête pénale pour crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça peut donner, ça? Où on en est? Les dossiers sont instruits, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre d'avocats avec des associations syriennes pour justement faire en sorte de rassembler le maximum de preuves pour que le jour venu, les dossiers soient prêts et que ça puisse être jugé et qu'il y ait une procédure qui puisse être lancée. Donc là, il y a tout un travail de fond qui est en œuvre maintenant depuis des mois et des mois. Le dossier César a été un des éléments très importants qui a permis, avec toutes ces photos de ce photographe syrien qui a photographié donc, les torturés des prisons syriennes. Et donc ça a été un élément très important qui a permis, il y a un cabinet d'avocats à Londres qui a travaillé pendant des mois pour identifier justement ces corps et pour savoir à partir de là comment on pouvait travailler sur ces preuves. Donc ça, c'est vraiment un élément très important en tous les cas pour les associations syriennes et les avocats et qui travaillent sur ce sujet. Alors, on va revenir à cette journée, ce jour J, puisque jour d'élection. Voilà, on est loin du tribunal pour le moment, on est aux élections et on a 3500. C'est le chiffre du jour. 3500 candidats se sont présentés aux législatives, ça fait 14 par siège à pourvoir. Alors, est-ce que c'est une mascarade ou quel est le sens de cette mise en scène faite par Bachar el-Assad à la Kobmani ? Non, je vois 3500 candidats, je me demande s'il y a autant d'électeurs. Parce qu'il faut voir qui est encore là pour voter. D'abord, il n'y a jamais eu d'élection ni transparente, ni plurielle, ni quoi que ce soit. Donc, dans ce sens-là, c'est tout simplement une mascarade d'élections. Et puis, avec plus de la moitié de la population déplacée, l'autre moitié qui reste, donc 9 millions à peu près sur 23 millions de Syriens, on va considérer aussi qu'il y en a qui ne sont pas en âge de voter. Donc ça ne fait pas beaucoup de monde. Enfin, bon, ça sera les fonctionnaires et les étudiants, comme d'habitude, qui seront obligés de voter. On est obligé de voter? Ah oui, oui. Ils sont obligés. Ils étaient obligés aujourd'hui de voter. L'urne passe dans les ministères. Les étudiants ne peuvent pas aller passer leurs examens s'ils ne montrent pas qu'ils ont voté. Donc on reconnaît le résultat. Par contre, à quoi ça sert, Régis Le Sommier? Pourquoi Bachar organise-t-il, de même qu'il avait organisé une élection il y a quelques années je pense que Bachar el-Assad se tient à un principe, alors on peut le critiquer ou non, mais d'être le président de la Syrie, d'abord, il le répète régulièrement. C'est aussi pour ces raisons-là que les relations avec la Russie, qui est énormément à cheval sur les positions de principe, se sont finalement solidifiées. C'est-à-dire que Bachar el-Assad estime qu'il est le président de la Syrie unie. Il n'a jamais flanché là-dessus. On parle de fédéralisme, on parle de zone autonome des Kurdes au nord et d'une sorte de partition. C'est quand même vers ça qu'on va aller. Mais lui, dans ses principes, il a maintenu qu'il était le président de la Syrie. Donc l'exercice démocratique, ou en tout cas l'apparence de démocratie qu'il essaye de donner aujourd'hui, je préciserai aussi qu'une partie de ces candidats sont évidemment nommés par le parti Baas. Donc il y a déjà, il y a plus sur chaque liste que 5 ou 6 personnes sur une vingtaine environ qu'il faut élire. Donc déjà, le parti Baas a déjà pris une grande partie. Donc on ne peut pas dire que c'est une élection démocratique
démocratique au sens où on l'entend. Mais néanmoins, il reste quand même, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur les chiffres, sur les 9 millions, à peu près 60% de la population aujourd'hui syrienne se trouve dans les zones gouvernementales, c'est un peu plus de 9 millions d'habitants. Il y a énormément de déplacés, on est d'accord, mais il y a aussi énormément de déplacés du côté gouvernemental, ça on n'en parle jamais. Par exemple, la population de Latakié, qui est une ville qu'on estime, on dit oui, Latakié, c'est la zone... C'est le fief de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, la population de Latakié est majoritairement sunnite, à cause des déplacements et à cause aussi du fait que la plupart des sunnites en Syrie n'ont pas suivi l'État islamique ni la rébellion, mais sont encore du côté de Bachar el-Assad et notamment la bourgeoisie sunnite. Donc tout ça est beaucoup plus complexe qu'une simple vision où on dit voilà, Bachar el-Assad est un dictateur. C'est quand même beaucoup plus complexe et comme pour reprendre ce que vous disiez au début de l'émission sur le fait que cette guerre dure depuis 5 ans, que les camps sont complètement figés, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, moi je vais vous dire de l'expérience, je vous parle du terrain. En octobre dernier, je suis monté avec l'armée gouvernementale au nord de Homs, dans une zone qui est tenue par le front Al-Nusra. Laissez-moi expliquer parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'il y a la poche de Rastan, Talbissier, qui est au nord de Homs, et c'est une zone qui est tenue par le front Al-Nusra. Nous sommes allés sur des positions du front Al-Nusra qui venaient d'être reprises par l'armée gouvernementale. Vous avez des tranchées, vous avez des tunnels, vous avez des positions de snipers, des mini-bunkers. C'est une armée qui est en face. C'est-à-dire que le front Al-Nusra et d'autres rebelles ont été financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, notamment en missiles TOW, qui ont fait des ravages. J'ai pu le constater. Venez au terme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement... On est face à une guerre qui dure depuis 5 ans. C'est plus important que la Première Guerre mondiale, plus important que la Seconde Guerre mondiale en termes de durée, et que voilà, on a des positions qui sont extrêmement difficiles à faire et tout bouger. est imbriqué. Précisément, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces pourparlers? Puisque les 2 premières d'abord, je veux simplement dire que ces rounds de élections, négociations pour moi, n'ont rien donné. n'ont aucun sens. Je veux dire, comment on organise des élections on parle dans un des élections, pays d'accord, on parlait de Genève. Mais je vais parler alors, juste pour finir. Franchement, Genève est plus important que les élections. Ces élections. Mais justement, c'est pour faire la jonction. Ces élections se tiennent au moment où les négociations de Genève commencent. Et pour Bachar el-Assad, c'est une façon, en organisant ces élections, de dire je suis au centre du jeu, c'est moi qui suis sur le terrain, et ça n'est pas à Genève, l'opposition est à Genève, et moi. C'est pour ça que je pense que ces élections ne sont pas faites pour rien. Et dans son objectif à lui, c'est très clair et net, c'est vraiment une arme diplomatique qu'il utilise, de montrer pour que se relégitimer. Et c'est une façon de se légitimer qu'est-ce qu'on en peut organisant attendre des négociations de Genève? De quelle manière les choses peuvent-elles progresser? Finalement, on a déjà un cessez-le-feu depuis 1 mois, il est brisé, pas brisé. Est-ce que c'est quoi le but concret? Je crois que le premier but, en tous les cas, c'est de faire en sorte que cette trêve continue, parce que justement, il y a eu beaucoup d'entraves à cette trêve et qu'il y a eu des combats terribles qui sont repartis, en particulier dans la région d'Alep. Ce sont des accros, ça a repris fortement ou est-ce que... Ça a repris fortement dans certaines régions. Qui a recommencé? Et là, ça a été la volonté du régime de Bachar el-Assad de reprendre le terrain. Ce qui s'est passé, c'est que cette trêve permet à tous les rebelles et au gouvernement de taper sur Nusra, sur le front Al-Nusra, Jabhat al-Nusra et sur l'État islamique. En gros, globalement, l'État islamique a perdu du terrain depuis le début de cette trêve. Cette trêve a permis effectivement aux troupes de Bachar el-Assad de reprendre Palmyre, Karyatayn également, qui est une ville assyrienne qui était sous l'emprise de Daesh depuis 2 ans. Et globalement, sur le terrain, si vous voulez, tout le monde s'est un peu ligué contre l'État islamique. Il y a des particularités, parce que la Syrie, vous savez, il y a à peu près une 60aine de groupes rebelles, et c'est extrêmement compliqué, qui ont des alliances locales parfois, et parfois qui obéissent à un état-major central. Même le front Al-Nusra n'est pas uni, par exemple, en ce moment, il y a des combats entre le front Al-Nusra... Pas trop de choses sur les accords. Oui, on va s'y perdre, Régis Le Sommier. Ce que je veux vous dire, globalement, ceux qui sont exclus de la trêve sont ceux ceux qui sont exclus de Genève sont ceux qui payent les pots cassés, c'est-à-dire Nusra et donc Al-Qaïda et l'État islamique. Est-ce que c'est un processus que vous jugez favorable? Est-ce que si ça permet de profiter? Si c'était vrai, oui, ce serait bien. C'est la réalité. Je crois que Palmyre a été reconquis. Oui, mais d'accord, on ne va pas... Laissez-vous vous exprimer. Lénine disait les faits sont têtus, mais malheureusement, ils le sont. Attendez, s'il vous plaît, à la Côte-Malienne. Parler, merci. Bien sûr. Non, c'est vrai que la trêve a, pour moi, un aspect très positif. La trêve, le cessez-le-feu. C'est que les gens peuvent respirer.
qu'il y a eu moins de bombardements aériens indiscriminés comme ils l'ont été pendant ces dernières années, que les populations ont pu à nouveau s'exprimer, à nouveau manifester, à nouveau dire qu'ils ne voulaient pas de ce régime ni de l'État islamique. Alors, il y a eu des combats aussi de la part des opposants de l'armée syrienne libre contre l'État islamique dans certaines régions. Il y a encore des combats ici et là. Il y a encore des attaques directes du régime contre des cibles civiles et encore des zones encerclées surtout. D'accord. Et affamées. Des villes assiégées encore, toujours. Assiégées complètement, dans la périphérie de Damas notamment. Donc bon, on est dans une situation d'entre-deux où chacun est en train d'essayer d'avancer ses pions et d'arracher quelques avantages pour améliorer sa position. Merci à la Kodmani. Où en est Daesh? On avait cru qu'il reculait après Palmyre, et puis hier, il reprend le camp de Yarmouk à Damas. Est-ce que Daesh recule ou avance? Pour moi, des informations dont je dispose, en tous les cas, Daesh recule, c'est-à-dire a reculé sur un certain nombre de points, mais ce qui n'empêche pas que ponctuellement, il peut y avoir des prises de certains villages ou points, comme là, par exemple, le cas de Yarmouk, mais qui est vraiment une situation très locale, ce qui ne veut pas dire que si l'État islamique a repris un quartier de Yarmouk, ça ne veut pas dire que Daesh a repris des pans entiers du territoire syrien. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une organisation qui est quand même plutôt sur la défensive, parce que quand même, les bombardements ont fini par atteindre un certain nombre de l'affaiblir. Et on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui une difficulté pour tenir certaines positions, puisque les combattants de Daesh ont quand même une particularité à mon sens, c'est qu'ils ne combattent pas. Ils arrivent dans des endroits, en général les gens sont partis avant parce qu'ils n'ont pas envie de combattre, et on l'a bien vu dans la prise de Palmyre, même s'ils se sont battus, ils ne se sont pas battus non plus pendant des mois et des mois. Ils sont quand même partis au bout d'un moment assez vite parce qu'ils n'ont pas la capacité, je crois en tous les cas, de soutenir des combats durables. Donc ils ont perdu du terrain parce que la coalition occidentale quand même fini par atteindre des positions. Il y a un certain nombre de responsables qui ont été quand même tués lors de ces bombardements. Donc ça a permis de retirer. Ce qui n'empêche pas, et c'est ce que vous venez de souligner, qu'il peut y avoir ponctuellement des prises d'un quartier ou d'un endroit par ces combattants. On y reviendra, Régis Sommier. Je sais que vous avez envie de préciser des choses, mais d'abord, Nadia, sur la jeunesse de Daesh, et oui ou non, y a-t-il une responsabilité écrasante de Bachar el-Assad? Du régime, oui, absolument. Ouais. C'est une responsabilité qui avait été pointée par la France en janvier 2014 par la voix de Laurent Fabius, qui était encore au Quai d'Orsay à l'époque, qui avait affirmé qu'il existait une alliance objective entre Bachar el-Assad et les terroristes. C'est le revers et l'avers d'une même médaille, disait-il. Et il faisait référence au fait qu'à l'époque, en tout cas, l'armée syrienne ne combattait pas frontalement l'État islamique, et aussi au fait que Bachar el-Assad a de fait renforcer la mouvance djihadiste en libérant des centaines de détenus islamistes en juin 2011, donc 3 mois à peine après le début de la révolution. Et ce sont des détenus qui sont devenus, pour certains en tout cas, des leaders de groupes djihadistes. On en a notamment la preuve avec le témoignage d'un opposant à Damas qui a assisté à ces libérations. Et voilà ce qu'il racontait à un journaliste français. On l'écoute. Parmi les personnes avec qui j'étais en prison et qui ont été libérées, il y avait des gens comme Zahran Alouche, qui a pris la tête du Front islamique. Il y avait aussi Mohamed Al-Joulani, qui est aujourd'hui le chef du Front Al-Nosra. La plus grande figure qui a été libérée est l'actuel gouverneur de Raqqa. Son nom est Ali Moussa Chawar. Il y avait aussi Fouaz Kourdi et Nadim Balouch. Tous ces Syriens ont rejoint Daesh après avoir été libérés. Régis Le Sommier, quand on entend ça, quand on entend ces noms comme ça, égrenés, on se dit que sans Bachar el-Assad, il n'y aurait pas d'État islamique aujourd'hui. Il a une grosse responsabilité. C'est absolument faux. L'État islamique est né en Irak et s'il meurt un jour, il mourra en Irak. Abou Bakr al-Baghdadi, c'est pas Abou Bakr al-Damassi, le nom du calife. Il vient de Bagdad. C'est quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme en études de sciences islamiques à Bagdad. C'est quelqu'un qui a fait l'État islamique dans l'administration pénitentiaire américaine, à Kimbouka. C'est ce maillage, c'est cette guerre civile. Non, mais vous dites qu'il n'y avait pas de stratégie délibérée de Bachar el-Assad de faire monter comme ça ces islamistes. Je vais vous donner un exemple dans la précis population. Sur le fait que vous parliez de Jolani, qui effectivement est un Syrien et qui aujourd'hui est à la tête d'Al-Nusra. Qui Al-Nusra n'a pas rejoint l'État islamique. Al-Nusra, c'est Al-Qaïda. Donc il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas non plus confondre le fait que l'État islamique a profité de la guerre civile syrienne pour s'enquister
et ensuite revenir de façon spectaculaire. Ça, je suis d'accord qu'il fait des coups un petit peu à la façon des Nabucodonosor ou des Huns, des razzias quelque part. Et il a conquis la ville de Mossoul, ensuite celle de Tikrit, ensuite Ramadi et Palmyre. C'était incroyable. La fulgurance de l'État islamique, ça ne veut pas dire... Moi, je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que l'État islamique ne combat pas. L'État islamique combat. L'État islamique a des bataillons tchétchènes qui sont extrêmement durs et qui sont capables aujourd'hui encore de couper la route d'approvisionnement à Canasser. J'y étais l'autre jour, donc je parle du terrain. Donc encore une fois, pour l'État islamique, on ne peut pas comprendre l'État islamique si on ne comprend pas l'Irak. Et ce n'est pas la Syrie. Voilà. Revenons à la diplomatie. Notre sujet, c'est Bachar peut-il rester? Alors la première question, c'est Poutine. Est-ce qu'il soutient Bachar ou uniquement ses intérêts? Quand il annonce le retrait des Russes, est-ce que c'est pour préparer le retrait de Bachar? Est-ce qu'un jour il peut basculer de ce côté-là, à la Kodmani? Je crois qu'en tout cas, Poutine tient toutes les clés du problème. Militaire, diplomatique, politique, international, et il est le seul. Enfin, personne ne lui dispute le rôle. C'est vrai. C'est lui qui trouvera la solution, alors. Il joue comme... Ah oui, jusque-là, c'est lui qui a trouvé... vous dites ah oui, ça a l'air tellement évident. Expliquez-nous en 22 secondes aujourd'hui, pourquoi c'est il faut évident. bien voir que c'est quand même la Russie qui, depuis au moins un an, sinon plus, donne le tempo. Les États-Unis ont militaire et diplomatique. Militaire, diplomatique, politique, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Sans la Russie, s'ils veulent une solution, Bachar el-Assad ne serait pas là pour l'instant. Est-ce que Poutine veut une solution? Je crois que oui. Je crois qu'il a intérêt pour sa Une solution qui se dessine de quelle façon à la Côte Pour d'Azur? Poutine, la Syrie est juste non, c'est très important pour se montrer le leader mondial, international, formidable, qui est capable de faire la guerre, la paix... il ne veut pas un nouveau conflit gelé? Je crois qu'il veut apparaître comme celui qui a... Le Deus ex machina, qui aura obtenu le problème syrien. Alors si on passe à Barack Obama, on a l'impression qu'il ne veut pas refaire la même erreur qu'en Irak, donc finalement il veut le Baas, le régime de Bachar sans Bachar, peut-être sans Bachar. Il ne veut pas se réimpliquer dans ce dossier, donc il est finalement assez content que Poutine ait pris les choses en main, et lui, en sachant ce qu'il veut. Obama, ce qu'il veut, c'est éviter qu'on ait la situation équivalente à celle qu'il y a eu en Irak, puisqu'on a bien vu Obama qui a reconnu toutes les erreurs de la politique américaine, que ce soit en Irak ou en Libye. Donc il ne veut pas la même chose en Syrie. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant de plus en plus que ce qu'il faut, c'est garder le système, le régime ou le système, la colonne vertébrale, si vous voulez, pour éviter que tout s'écroule, comme ça a été le cas en Irak, et éviter que le chaos soit encore plus grand que le chaos actuel. Donc Obama, lui, il a tout intérêt à laisser Poutine, si je puis dire, essayer de gérer la situation en se disant, on renforce Bachar el-Assad, parce qu'il ne s'agit pas que tout s'écroule, que tout s'effondre, donc il a aidé Bachar el-Assad à reprendre les choses en main, à se remettre au centre du dispositif. En même temps, il pousse Bachar el-Assad à aller à Genève parce que Poutine sait que pour sa crédibilité, il faut que les négociations de Genève se tiennent, parce que Bachar el-Assad est conscient d'une chose, si la négociation s'engage réellement et si elles aboutissent réellement, il sait qu'il disparaît. Ça, c'est inéluctable. Et ça, il en est conscient. C'est pour ça que lui fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que les négociations avancent. Maintenant, il y a un bras de fer qui va se jouer, me semble-t-il, entre Poutine et Bachar el-Assad, parce que Poutine va vouloir que les choses avancent, alors que Bachar el-Assad, lui, va tout faire pour faire capoter. Aux autres acteurs régionaux. Là, demain, on a une visite à Istanbul. On a le roi d'Arabie Saoudite, Erdogan et Rouhani, président iranien. Qu'est-ce qui peut sortir de ces trois belligérants? C'est assez déjà exceptionnel qu'on ait Rouhani et le roi d'Arabie Saoudite. Vraiment, qui sont quand même des gens... C'est déjà un des débuts pour régler ce problème, ce conflit dans la région. C'est d'arriver à faire en sorte que l'Iran et l'Arabie Saoudite se mettent autour d'une table. Si on arrive à obtenir ça, si on arrive à obtenir que la méfiance maladive des Saoudiens pour les initiatives iraniennes, je ne parle pas uniquement de la Syrie, je parle du Yémen, je parle de plein de choses. C'est les sunnites oui, d'une certaine façon, mais en même temps, l'Occident aussi a une part de responsabilité dans l'histoire. Vous parliez d'Occident et on arrive quasiment au terme du débat. La France est complètement out. Ah oui, c'est ça, c'est la grande conclusion. Les Américains et les Russes se sont en gros partagés le travail sur le terrain de façon très
pragmatique. Les militaires du Pentagone et les Russes il n'y a pas de collision en l'air. Les Russes s'occupent de l'Ouest, les Américains s'occupent de l'Est. Et nous, on nous demande notre avis. Je ne suis pas sûr que quand Lavrov et Kerry se rencontrent, je ne suis pas sûr qu'ils appellent la France n'est plus dans le jeu, mais ce qui est aussi dans le jeu maintenant, ce sont les puissances régionales. Et c'est ça l'élément nouveau dans ce conflit. Important. Ce sont les puissances régionales qui aujourd'hui aussi jouent un jeu. Il n'y a plus simplement les Américains ou les Russes ou les Européens, mais les puissances régionales. Et le sommet de demain en Turquie démontre aussi cela.